On entend parfois que l'Europe, décroche un peu dans le domaine du médicament, notamment lorsqu'on compare aux États-Unis ou à la Chine. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça implique, ce que ça veut dire exactement? Alors, ouais, c'est très vrai, l'Europe décroche. Hem et ça, heu, c'est important d'en avoir conscience. C'est important d'en avoir conscience en tant que citoyen, et puis aussi en tant que professionnel du monde de la santé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport de Mario Draghi, sur la compétitivité en Europe qui est sorti l'an dernier. Mario Draghi, ancien président du conseil italien et de la BCE, c'est un rapport vraiment édifiant. Il parle des 10 plus gros secteurs de l'Europe et il y a tout un chapitre sur la pharma. Donc je vous invite et puis, vos auditeurs aussi à le parcourir. Hem, il y a plusieurs éléments importants. Ce dont il faut bien prendre conscience, c'est par exemple dans les années 90, l'Europe était à l'origine, d'1 médicament sur 2 qui sortait en fait. Aujourd'hui, c'est 1 sur 5. Donc c'est-à-dire en 20-25 ans, on a perdu 25 de part de marché. Les médicaments, ils sortent ailleurs. On les trouve ailleurs. Quand tu prends, si tu veux aussi, les essais cliniques, la part de marché mondiale des essais cliniques, il y a une dizaine d'années, on était à peu près à 23. Aujourd'hui, on est à 12. Donc on a divisé par 2 le nombre d'essais cliniques qu'on arrive à réaliser en Europe. C'est inquiétant parce que les essais cliniques, c'est pas seulement, heu, bien de le dire, mais on le fait parce que c'est tout l'écosystème qui repose sur cette recherche. Il faut bien comprendre, on parlait de l'oncologie, dans beaucoup de pays européens, notamment pays de l'Est, hem, être, pour un patient en capacité d'intégrer un essai clinique, c'est être capable d'accéder à l'innovation beaucoup plus rapidement. Si tu as pas l'essai clinique en Europe, il y a pas cet accès. Puis l'essai clinique aussi, ça conditionne aussi, beaucoup pour les entreprises pharma en termes d'investissement. C'est donner des débouchés aux chercheurs, c'est des écosystèmes qui se créent, c'est tout ça en fait qu'on sent qu'on est en train de perdre en fait en Europe. Je vais prendre un exemple aussi très édifiant sur les ATMPs, donc les maladies vraiment avancées, thérapie génique et cellulaire. Les Américains, ils font 2 fois plus d'essais cliniques que les Européens, spécifiquement sur ça. Les Chinois, ils en font 3 fois plus. Donc il y a un virage, scientifique, d'innovation qu'on n'est pas en train de prendre et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant et il y a plusieurs causes à ça, j'imagine qu'on va y revenir, mais peut-être un élément important pour moi qui plante le sujet, c'est comment le public, qui pourtant est vraiment une force en Europe, hein, mais comment le public, je dirais, est un peu à la traîne sur ces sujets par rapport à nos voisins américains. Les Américains, chaque année, si on prend le NIH, si on prend BARDA et si on prend, les subventions fédérales qui vont donner aux États-Unis, c'est une enveloppe d'à peu près 50 milliards de dollars qui est allouée, à la recherche. En Europe, si on fait les additions, on est à peu près à 8 milliards sur le programme Horizon Europe et puis on ajoute à ça à peu près 10-11 milliards qui viennent des États membres pour, leurs systèmes nationaux. On ne fait pas le poids. Donc est-ce qu'on arrive vraiment à se poser les bonnes questions en Europe, pour, se donner les moyens de réussir? Ça, c'est un vrai sujet. Donc on sent que, on décroche et on sent que, les biotech, qui participent vraiment à l'innovation, elles partent continuer leur développement en dehors de l'Europe. Et ça, en tant que patient, en tant que personnel, vraiment investi dans la santé, c'est inquiétant. Parce que tu parlais d'essais cliniques, tu parlais de mise sur le marché de médicaments et la raison principale que tu invoques là, c'est un investissement dans la recherche qui est une phase bien en amont. Pour toi, c'est là que commence la cascade de problèmes? Bien sûr, parce que c'est tout l'écosystème que tu dois créer, en fait. Heu, Si tu veux, quand tu as les moyens, de travailler dans un écosystème intéressant comme Boston, comme San Francisco ou en Chine, par exemple comme, la Greater Bay Area à côté de Shanghai, heu, tu as tout un écosystème qui est créé. Tu as les biotech, qui, déjà sont en capacité de trouver des financements. Ça, c'est un vrai problème qu'on a. On n'a pas de Nasdaq européen pour les biotech. Donc quand une biotech en Europe, arrive à lever,
20 millions, 30 millions d'euros. Il y a toute la presse économique qui se dit: «Super, belle réussite», mais ce serait des multiples quand c'est aux États-Unis, hein. Il y a 5 fois plus de capitaux disponibles aux États-Unis pour les biotech qu'en Europe. Donc ça, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'au niveau des scale-up, c'est très compliqué. Au niveau de la capacité d'aller chercher une, une innovation et lui trouver des applications différentes, bah, forcément, quand tu as pas la taille, c'est compliqué. Heu, Au niveau après des synergies entre universités, centres de recherche, bah, pareil, si tu veux, j'ai l'impression qu'en ce moment, on saupoudre un peu les aides, hein, et les États, rechignent un petit peu à créer, ce Boston européen, en fait. Parce que chacun essaye à tirer la couverture et en disant: «Bah, moi, je veux avoir un truc en France, l'autre, il veut son truc en Italie, en Espagne», ce que tu veux, et on arrive dans un système où on n'a pas la cohésion et on n'a pas, la masse critique qui permet vraiment d'attirer, tous les talents, permet de garder les talents. D'ailleurs, on a bien vu quand dans le débat actuel, le président français Emmanuel Macron a lancé un appel, avec la présidente de la Commission européenne von der Leyen pour attirer les chercheurs américains. La réaction des chercheurs français, ça a été de dire: «Oui, mais vous prenez pas forcément suffisamment soin de nous ici». Un chercheur américain, c'est pas sûr qu'il revienne, parce qu'on ne crée pas forcément les conditions pour garder nos talents. Et ça, c'est un peu un problème en Europe, parce que l'Europe, voilà, on est numéro un dans la recherche Blue Sky publique, mais on est en grande difficulté pour arriver à faire une transition avec des innovations pour les patients qui sont viables économiquement. Ça, l'Europe, c'est là que le bât blesse. Donc oui, cette direction publique, cette structuration publique, ces choix stratégiques, on ne les voit pas suffisamment clairs en Europe actuellement. Et finalement, c'est aussi ce modèle européen que tu remets un petit peu en question là, en disant que chaque État tire la couverture à soi. Donc finalement, tout ce qui est unifié au niveau de l'Europe, ça laisse quoi si finalement si chacun a ses propres investissements, ses propres façons de voir les choses? Non, mais l'Europe, c'est ce que c'est. L'Europe, c'est une fédération d'États, mais avec des États qui sont, bien sûr, en compétence sur la santé, hein. La santé, c'est une compétence des États, c'est pas une compétence européenne. Le commerce extérieur, c'est une compétence européenne, c'est pas une compétence des États, hein. Donc quand l'Europe négocie avec les États-Unis ou la Chine, c'est le lead, c'est l'européen. Mais ton système de santé, c'est géré au niveau national. Donc tu veux avoir ton écosystème au niveau national. On n'a pas encore fait le pas, pardon, pour aller, vers, beaucoup plus, d'intégration au niveau européen. Mais pour des investisseurs, pour, des entrepreneurs de la santé, bah, c'est fragmenté, et donc forcément, bah, mécaniquement, c'est moins intéressant qu'un système américain beaucoup plus ouvert à l'innovation. Un système chinois qui maintenant s'ouvre à une vitesse grand V, qui en 10 ans, on en reparlera certainement, mais qui attire énormément, parce qu'il y a un marché national incroyable, parce qu'il y a des besoins importants et parce que les Chinois ont fait un pari stratégique qui est de vraiment non plus être, l'usine du monde, mais vraiment devenir un hub d'innovation, dans les prochaines années, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des innovations chinoises qui arrivent vraiment sur le marché. C'est très bien pour les patients, mais ça bouleverse, l'écosystème de la pharma en Europe. Et du coup, bah, on constate depuis plusieurs semaines des forts investissements aux États-Unis. On a pu voir que Eli Lilly ou Johnson Johnson, ils ont montré la voie en mettant plusieurs milliards de dollars sur la table. Les concurrents européens, ils ont suivi, comme Roche ou Novartis. Et concrètement, si tu étais à la place d'un laboratoire pharmaceutique à l'heure actuelle et que tu devais investir, tu te dirais plutôt l'Europe ou plutôt une autre zone géographique? C'est des entreprises qui sont mondiales, hein, et on a travaillé les dernières décennies à créer des entreprises qui sont, vraiment, intégrées au niveau mondial. Les entreprises, en fait, leurs décisions d'investissement, il y a plusieurs paramètres. Si par exemple tu es, Novo Nordisk et tu es au Danemark. Danemark, c'est une population de quelques millions d'habitants. Tu vas peut-être pas avoir suffisamment de PhD au Danemark, pour, mettre, tous tes centres de recherche, et de manufacturing au Danemark. Tu vas devoir aller, chercher d'autres pôles de talent. Je prends un exemple, je pourrais en prendre un autre, mais donc tu as besoin d'avoir, par définition, une présence mondiale. Tu dois aller là où tu trouves des viviers de talent.
tu dois aussi, prendre en considération que, ce modèle d'efficience au niveau global, c'est aussi bon pour la résilience. C'est-à-dire que si demain, on a, je ne sais pas moi, une catastrophe naturelle, un tsunami dans un pays et il se trouve que c'est là qu'on a toute la production de vaccins pour, un vaccin particulier, il y a un vrai problème au niveau de la gestion de crise au niveau mondial. Donc on doit garder forcément une diversification, on doit garder, heu, une présence, vraiment, à l'international pour tous les groupes. Maintenant, on peut parler des marchés. Le marché, de la mondial de la pharma, c'est à peu près 1 600 milliards $. Les États-Unis, c'est plus des 600 milliards déjà. Donc c'est à peu près plus de 45. Si tu vas vers la Chine, c'est à peu près de mémoire 260 milliards. Pour en ordre de grandeur, le Japon, c'est 100 milliards et après tu descends, tu as l'Allemagne à 90 milliards, la France à 57 milliards. En ce que ça représente en termes de marché pharmaceutique. Donc forcément, il y a une attractivité énorme vers les États-Unis parce qu'il y a un marché qui est très important. Ça ne veut pas dire que l'Europe, c'est pas important. Donc tu dois investir en Europe. Et nous, c'est ce aussi pourquoi est-ce qu'on se bat, c'est on n'a pas envie de partir de l'Europe. On a envie que l'Europe se réforme pour qu'on puisse continuer à investir en Europe et pour qu'on puisse essayer de changer la trajectoire dont je te parlais avant sur l'environnement, économique. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'on prend en compte, c'est ça, c'est accès au talent, c'est accès à des écosystèmes, c'est les incitations fiscales aussi, pour investir. C'est aussi une reconnaissance, des médicaments. Ça passe par le prix des médicaments, ça passe aussi par, voilà, reconnaître la prise de risque aussi qui est liée à ce secteur, très capitalistique et très, très compliqué, hein. Gestion du risque, vous travaillez en pharma, vous voyez très bien, au niveau des essais cliniques, c'est pas souvent qu'on arrive à trouver une molécule, qui a un impact, très fort, tout de suite sur des patients. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs, et donc si on n'est pas, en mesure, aussi de trouver une forme de retour sur investissement, bah, tu as pas de prise de risque, tu as pas d'innovation. Donc voilà, reconnaître la valeur des innovations, c'est aussi, un critère très important dans la localisation des investissements pharma. Alors ma question, ça va être plus être maintenant sur, l'intelligence artificielle et le numérique en santé, parce que ça progresse très vite et notamment en fait, en dehors de l'Europe. Et est-ce que tu penses que l'industrie, pharmaceutique européenne a un rôle à jouer, voire une responsabilité pour vraiment pas qu'on rate ce virage, ce tournant, vers, justement, ces technologies-là? Tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est une, c'est une révolution en profondeur de la manière de travailler, au niveau de la conduite pardon, des essais cliniques. Heu bah, on parle maintenant d'essais cliniques, virtuels, en fait, qui permettent de répliquer assez rapidement, un essai clinique et de trouver une direction qui après pourrait être, appliquée en temps réel et on peut gagner du temps, raccourcir, en fait, les un peu les délais, des essais cliniques. Donc ça, c'est une application très concrète, de l'IA. Il y a aussi un sujet intéressant, c'est l'intégration des données en vie réelle. Bon, on sait que c'est compliqué. Mais cette rupture technologique, elle peut nous permettre d'avoir accès à d'autres modes de fonctionnement, et bien sûr, on doit autant que faire se peut l'intégrer. Au niveau macro des systèmes de santé, il y avait une étude qui est sortie, mais chaque année, il y a la mise à jour, c'est à peu près pareil. Il y a à peu près 20 des dépenses de santé dans les pays de l'OCDE qui sont liées au gaspillage. C'est dingue. Des médicaments, pas les bons médicaments qui sont donnés aux patients ou alors pas au bon moment, où il y a pas d'adhérence au traitement, ou bien il y a, des inefficiences au niveau des administrations. Est-ce que l'IA ne peut pas nous aider à trouver des solutions, plus efficientes à ça? Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je pense que là, le rôle de la pharma et le rôle des pouvoirs publics, bah, c'est vraiment de travailler ensemble pour trouver ces modèles. On doit avoir accès aux données plus facilement, hein, pour pouvoir travailler sur ces datasets. On doit former les talents à l'IA. Si on ne prend pas le virage numérique, on ne va pas y arriver. Je pense qu'il faut aussi être, très humble par rapport à l'IA, comprendre qu'on ne sait pas tout, mais aussi donner une vision claire sur les règles du jeu avec l'IA. Voilà, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas
Et donc ça ne doit pas non plus être une foire, où tout le monde peut essayer tout et n'importe quoi, On avait vu il y a une dizaine d'années comment les réseaux sociaux se sont développés, avec ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait un peu de moins. On ne veut pas que l'IA, ça devienne, un peu du grand n'importe quoi. Donc il faut codifier. Il faut donner, aussi je dirais des éléments qui fonctionnent pour l'industrie et par exemple, ben, des partenariats publics-privés, avec des hôpitaux, je pense que ça peut être un moyen vraiment de, de prendre ce virage, ambitieux en Europe. Et justement, parce qu'on parle du coup beaucoup de tout ce qui est AI Act, est-ce que tu penses que ça a un impact réel sur, l'industrie pharmaceutique? Et est-ce que tu penses que c'est plus un frein pour l'innovation? Ou est-ce que tu vois ça plus, comme un bon moyen de cadrer, on va dire, les pratiques? Oui, alors, en fait, ce qui est toujours important, dans la législation européenne, c'est pas de rajouter, hein. On a tendance à toujours rajouter. On fait un truc, on rajoute, puis après on va faire un omnibus. Un omnibus, en gros, c'est un autre package législatif pour dire: «On n'avait pas bien fait les autres, on va tout remettre un petit peu ensemble et puis on va essayer de trouver un truc un peu moins farfelu». Non, je pense que c'est un progrès, ouais. C'est bien de donner ces cadres et encore une fois, l'Europe, d'un point de vue normatif, au niveau mondial, c'est vraiment un leader, hein. L'Europe, elle est très forte sur, la capacité à réglementer, à mettre des garde-fous et heureusement qu'on a l'Europe pour ça, hein. J'ai la chance d'aller souvent en Chine, c'est pas pareil. Heu, les États-Unis, dans l'environnement actuel, il y a beaucoup d'éléments qui changent, qui sont très troublants pour les entreprises, pour les citoyens, pour tous les acteurs de la vie en société. Donc l'Europe a vraiment cette force et en effet, cet acte, sur l'IA, c'est un bon début. Mais on peut s'améliorer, on peut faire en sorte, bien sûr, qu'on ait vraiment dans l'application, dans la mise en œuvre, des dispositifs qui soient, très ciblés pharma, et qui nous aident à gagner du temps. Je parlais, par exemple, de le HDS. Là aussi, ça, c'est vraiment un package législatif, qui est important à finaliser pour pouvoir vraiment avancer.